Donc moi, je me représente, je suis Laurine Chiche, je suis chargée d'accompagnement des collectivités, mais pas que, des territoires aussi, donc des groupes locaux de bénévoles Terre de Liens sur la veille foncière citoyenne. Donc j'ai pas forcément tous les éléments de contexte que pourrait avoir mon collègue Loïc Vincent, qui lui est vraiment chargé de mission installation à Terre de Liens, donc qui va être en relation avec les agriculteurs cédants, avec les porteurs de projets un peu plus que moi. D'ailleurs, donc ça me fait penser que par rapport aux fermes Terre de Liens qui ont été mises dans la carte, il y a effectivement des fermes qui n'ont pas forcément été acquises ou voilà, oui, qui ont permis l'installation de porteurs de projets sans forcément le concours des collectivités. Mais bon, voilà, c'est toujours effectivement un peu lié. Et après, nous, quand on achète des fermes Terre de Liens avec la foncière, on fait tout un travail de mobilisation citoyenne et de mobilisation des collectivités autour pour faire vivre un peu justement ces fermes. Donc je reviens à ma petite présentation. Donc le contexte de l'installation transmission, on l'a plutôt pas mal dit, donc je vais peut-être pas rester trop dessus, mais voilà, il y a une perte de foncier agricole très forte en Île-de-France et comme partout en France. Il y a une baisse du nombre d'exploitations en Île-de-France, donc le nombre d'exploitations correspond à 4700 exploitations et donc c'est une réduction de 66% en 40 ans, donc c'est assez énorme. Et puis, on l'a dit également, une taille moyenne de à peu près 110 hectares qui n'arrête pas d'augmenter, donc augmentation de 74% en 20 ans, une forte spécialisation avec les grandes cultures, la part de l'agriculture biologique qui reste assez minoritaire, mais donc les derniers chiffres du GAB Île-de-France qui sont donnés dans l'Observatoire de l'agriculture biologique, c'est donc 5,7% de la SAU. Et puis, notamment le prix, je pense qu'il faut aussi parler du prix, qui est vraiment un frein à l'installation. Le prix moyen des terres en Île-de-France qui est vraiment très élevé, entre 7 000 et 10 000 euros par hectare, contre 6 000 euros au niveau national. Donc, ce qui va vraiment empêcher... voilà, donc là, c'est une petite carte qui montre un peu les différents prix moyens des terres agricoles en fonction des sous-territoires en Île-de-France. On voit que dans les Yvelines et en Essonne, c'est en raison du contexte périurbain, de la pression foncière très forte. Les prix sont vraiment un peu voilà très 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 forts. Et donc pour les porteurs de projets, c'est compliqué de s'installer parce qu'en général ils n'ont pas forcément le capital financier nécessaire. Donc pour retenir voilà 3 phénomènes du contexte foncier qui freinent l'installation, la diminution de la SAU évidemment au profit de l'urbanisation, la concentration des terres avec l'agrandissement et puis la spécialisation des exploitations qui font que les exploitations assez grosses et assez spécialisées vont être difficilement transmissibles pour des nouveaux porteurs de projets. Et, par rapport aux difficultés d'accès au foncier, donc je voudrais, et en tant que principaux freins à l'installation, je voudrais citer un travail assez récent de mémoire de master qui a été réalisé par une élève d'AgroParisTech en 2021 sur les causes justement d'abandon et d'arrêt de projet en installation et qui montre que donc au-delà des personnes qui vont par exemple décider d'avoir une idée de reconversion professionnelle, de vouloir s'installer en agriculture et qui vont se rendre compte de la complexité technique de ce choix de métier et qui vont donc arrêter assez vite en pratiquant avec des stages, etc. Le principal frein vraiment qui vont faire que les projets vont échouer, ça va être la recherche de foncier. C'est assez bien dit dans ce mémoire, donc je vous invite à le lire si vous l'avez pas lu, c'est assez éclairant. Mais bon, il y a quand même des porteurs de projets qui souhaitent s'installer en Île-de-France et ça, on s'en rend compte grâce à l'association donc à Biosol qu'on a évoqué plusieurs fois, donc qui est une association qui regroupe Terre de Liens Île-de-France, le réseau des AMAP Île-de-France et le Champ des possibles. Donc c'est une association qui vraiment va accompagner, enfin va d'abord accueillir les porteurs de projets justement depuis leurs idées de reconversion professionnelle, d'envie de devenir agriculteur, etc., jusqu'à l'installation, la recherche de foncier, donc avec Terre de Liens.
Et donc c'est un accompagnement qui se fait un peu personnalisé, qui se fait en parallèle de d'autres accompagnements plus classiques auprès de la chambre d'agriculture, etc. pour les porteurs de projets. Et donc, quand on regarde un peu les chiffres de l'installation par rapport à Biosol notamment, on a ah oui, donc d'abord le GAB Île-de-France, là c'est pas à Biosol, mais dans l'observatoire du GAB, on voit que 23 paysans se sont installés en agriculture biologique en 2020. Et par rapport à Biosol, donc il y a eu 203 porteurs de projets qui ont été reçus en 2020 à Biosol. Et donc, comme je disais, c'est des personnes qui sont non issues du monde agricole, qui ont un haut niveau d'études en général, qui n'ont pas forcément le capital financier pour acheter, ni le capital, enfin le réseau pour connaître un peu les mouvements fonciers, se positionner, etc. Donc, vont avoir du mal à trouver du foncier. Et c'est là que les collectivités, je pense, ont vraiment un rôle à jouer dans cette levée des difficultés. Parce qu'effectivement, les collectivités, donc à toutes les échelles, elles peuvent agir pour faciliter donc l'accès au foncier, comme je disais, aux porteurs de projets, qui est un des principaux freins à l'installation, tant au niveau de leurs compétences, donc on l'a dit, hein, mais de l'aménagement du territoire, le développement économique avec les EPCI, la région, etc. Que parce que en fait les collectivités peuvent possèdent et peuvent posséder du foncier et les mettre à disposition de porteurs de projets. Juste pour information, on avait fait une formation avec ma prédécesseuse Hélène Béchet auprès de l'école du Breuil des porteurs qui est une école de porteurs de projets, et on avait sondé un peu la classe pour voir qui souhaitait s'installer en collectivité avec une collectivité. Et après avoir vu un peu les différents points de vigilance et en même temps les atouts hein, de l'installation dans le cadre d'un accompagnement d'une collectivité, il y avait pas mal de porteurs de projets qui en fait voilà, souhaitent s'installer avec des collectivités parce qu'ils ont justement, comme je disais, pas les moyens d'acquérir et ils savent que ça peut perdurer. La collectivité peut mettre en place un bail rural, etc. Donc voilà. Et donc comment concrètement les collectivités peuvent agir? Donc on l'a vu hein, en préservant le foncier agricole. Donc nous, la Terre de Liens, dans l'accompagnement qu'on fait aux collectivités, on va effectivement, comme l'a dit Angélique Salvetti, sensibiliser à la question de la préservation du foncier agricole grâce à l'outil Parcelle, qui est un outil qui met en relation les surfaces agricoles, qui modélise en fait la taille, les surfaces agricoles avec la relocalisation de l'alimentation. Donc, combien de terres agricoles il nous faut pour relocaliser tant de parties de la population, que ce soit par rapport à la restauration collective ou toute la population entière d'un territoire. Évidemment, c'est un outil qui est comment dire, une simulation, une ordre de grandeur. C'est pas du tout un diagnostic foncier précis, mais qui se base quand même sur des données scientifiques et sur les données de l'Agreste et du ministère de l'Agriculture et de l'INSEE, etc. Donc, qui permet justement d'avoir des ordres de grandeur sur mon territoire, j'ai encore tant d'espace agricole, je pourrais peut-être, en faisant ce travail de diagnostic, investir le foncier que j'identifie pour nourrir la population via les AMAP ou via la restauration collective. Donc nous, on fait ce type d'accompagnement-là. Et puis, on fait aussi des ateliers de formation un peu sur la prise en compte de l'agriculture dans les documents d'urbanisme, parce qu'on observe vraiment qu'un des freins aussi à l'installation, ça peut être des PLU qui sont, par exemple, pas adaptés au type de projets agricoles qui vont être promus par la collectivité. Hein. S'il y a une ancienne terre agricole qui a été reclassée en zone naturelle et qu'il est impossible de construire de bâtiments, etc. dessus, ça a été le cas notamment. Enfin, c'est le cas, mais c'est en train d'être levé avec la commune de Bièvre, qui est en train d'installer des maraîchers sur la plaine de Gizy. C'est une zone, la parcelle en question est une zone naturelle, site classé, donc avec beaucoup de difficultés d'urbanisme. Et donc, il y a tout un travail à faire de révision du PLU pour permettre que le projet se concrétise dans des bonnes conditions, avec des bâtiments d'exploitation, avec des serres, etc. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire aussi, de sensibiliser un peu à ces outils d'urbanisme-là.
On en a parlé aussi tout à l'heure, mais donc il y a des politiques plus volontaristes pour préserver les terres agricoles, comme les zones agricoles protégées ou les périmètres de protection des espaces naturels en zone périurbaine. Donc là, j'ai pris les exemples de la zone agricole protégée de la plaine de Montesson. Enfin, il me semble que c'est trois ZAP dans les Yvelines qui ont été initiées par la communauté d'agglomération et les communes. Et puis la création du PAEN du Val-de-Marne qui est en cours également, donc auquel Terre de Liens participe aux côtés de la SAFER, de l'Agence des espaces verts et d'autres acteurs. Donc là, qui sont vraiment des politiques qui vont un peu plus loin pour préserver les terres agricoles. Comment également, en améliorant la connaissance et la maîtrise du foncier agricole sur le territoire. Donc là, c'est l'exemple notamment de Cœur d'Essonne, ce que disait Isabelle Siekanski. C'est la cellule locale foncière de Cœur d'Essonne est un bel exemple de veille foncière institutionnelle qui permet en fait aux acteurs du foncier de se réunir régulièrement et de discuter des mouvements fonciers, des projets agricoles. Nous à Terre de Liens, donc c'est pas forcément moi qui participe à cette cellule locale, c'est mon collègue Loïc Vincent, mais il peut apporter aussi nous les nouveaux porteurs de projets qui souhaitent s'installer en Cœur d'Essonne et tenir au courant les acteurs du foncier de ces nouveaux porteurs de projets qui se manifestent et qui peuvent être intéressants pour le projet Sésame. Et puis aussi, on a un autre outil à côté de la veille foncière institutionnelle, on va dire, c'est la veille foncière citoyenne. Donc là, je crois que Gérard Sandré est présent aujourd'hui, donc c'est un bel exemple de veille foncière citoyenne puisque la ferme des Patis à Cergy en découle. En effet, donc on organise, on essaye de mobiliser les citoyens dans les territoires pour régulièrement en fait qu'ils puissent s'informer auprès de leurs producteurs en AMAP ou dans leur réseau, se tenir au courant à la fois des agriculteurs qui partent à la retraite, des terres qui se libèrent, des propriétaires privés qui savent pas trop quoi faire lorsqu'ils ont une terre agricole. Voilà, ou enfin, tout type il y a tout type de pistes foncières en fait qui peut émerger sur un territoire. On essaye de former les bénévoles à ce repérage d'opportunités foncières et donc ça permet aussi d'avoir une connaissance plus fine des propriétaires privés et puis des porteurs de projets des territoires. Et enfin, donc, en mobilisant du foncier agricole public, effectivement, la collectivité, il y a certaines communes ou certaines agglomérations qui, par exemple, ne vont pas, vont se dire que c'est pas forcément leur rôle d'être propriétaire de foncier, d'être bailleur en fait, de mettre à disposition des terres. Donc, dans ces cas-là, il peut y avoir une mise en relation avec la foncière Terre de Liens, notamment, qui peut acquérir pour le compte de la collectivité des terres. Donc, je pas forcément. Il y a des projets en Île-de-France dans ce sens, mais qui sont tellement au stade prématuré que je pourrais pas forcément en faire la publicité ici. Mais en tout cas, c'est possible qu'une collectivité se rapproche de la foncière Terre de Liens pour racheter des terres, et parce que Terre de Liens va avoir vraiment cette pérennité en fait du foncier, va mettre en place des baux ruraux et dans ses statuts ne peut pas revendre les terres. Donc, ça peut aussi rassurer des porteurs de projets s'ils s'installent sur des terres de Liens. Et puis, il peut y avoir des co-acquisitions avec Terre de Liens, notamment la Fondation Terre de Liens. Donc ça s'est pas non plus fait en Île-de-France, mais j'ai d'autres exemples d'associations Terre de Liens, notamment en Hauts-de-France, où en fait le conseil régional a subventionné via une subvention d'investissement la Fondation Terre de Liens. Et ça a permis d'acheter 5 fermes sur le territoire régional et qui représentaient 14 hectares de terres agricoles. Donc ça, c'est aussi des choses qui ne sont pas encore mises en place, mais qui pourraient l'être, de coacquisition avec la Fondation Terre de Liens. Pour qu'une collectivité aussi mette à disposition du foncier, il faut qu'elle fasse un état des lieux du foncier agricole disponible. C'est ce qu'a fait la commune de Pucet, mais on le verra juste après avec la ferme Ça pousse. C'est en fait analyser vraiment le foncier agricole, le domaine privé de la collectivité et voir ce qui peut être potentiellement mis à disposition. Donc ça, c'est un travail aussi qu'on peut faire avec les collectivités, d'essayer d'analyser un peu ce foncier-là et puis les différentes
freins, enfin les différentes contraintes qui pèsent sur ces sites-là, parce qu'il peut y avoir des collectivités qui ont du foncier, mais qui est tellement en friche ou tellement sans eau, etc. Donc là, on peut aider à diagnostiquer un peu aussi ce type de pistes foncières là. Et puis enfin, donc il y a des collectivités qui vont au bout, qui mènent des projets d'installation de porteurs de projets sur du foncier public. Donc là, Terre de Liens, mais pas que, hein, il y a aussi le GAB Île-de-France et puis le Champ des possibles aussi qui accompagne ces collectivités. Donc, je peux citer aussi l'exemple de Varennes, donc là qui était un exemple où la commune de Varennes a été accompagnée par Terre de Liens, par le GAP, par Abiosol plus largement, pour en fait à la fois la partie analyse de la piste foncière, qu'est-ce qu'il faut faire pour que les conditions d'installation soient optimum, et puis aussi surtout la recherche de porteurs de projets, parce que grâce à ce pôle Abiosol, en fait, on a vraiment un réseau qui permet qu'on peut mobiliser et quand on aide la collectivité à rédiger un appel à candidature, on peut le diffuser rapidement dans notre réseau et ça peut vraiment trouver écho parmi nos différents porteurs de projets. Donc ça, c'est des actions qu'on mène. Et puis jusqu'à la mise à bail, en fait, donc aider la collectivité à mettre à bail avec les porteurs de projets. Donc l'exemple de la ferme Ça pousse. Est-ce que Florent, tu es présent? J'ai un peu beaucoup parlé. Florent, c'est bon. Allô? Oui. Tu es là, Florent? Je pense qu'il est au téléphone, ouais, tout à fait, mais ouais. Bon, Je... bah, Vous c'est pas grave. m'entendez De toute là? façon, je vais Si, introduire. on Vous vous entend, m'entendez ouais. pas? Si, on vous Vous entend. m'entendez? Ouais. Ok. Ah, Donc, ouais. Tu m'entends, si tu Laurine? veux, je peux rapidement présenter le projet et puis toi, tu pourras compléter avec ce que tu en retires et puis ton témoignage. Mais c'était pour m'assurer que tu étais bien présent. Je Alors, suis là. juste pour présenter le projet, donc c'était sur donc un projet d'installation maraîchère sur les terres communales de Pucet, donc un petit village du sud Essonne qui compte 2000 habitants. En fait, donc en 2008, l'équipe municipale a changé et a abandonné un projet de centre commercial, donc de création d'une zone d'activité, et parce qu'elle souhaitait justement utiliser plutôt ses réserves foncières pour développer une agriculture de proximité. Donc, comme je disais, la commune a fait un travail d'abord d'analyse du patrimoine de son patrimoine et a identifié en fait une parcelle de 4,7 hectares qui était exploitée par des céréaliers qui n'avaient pas à titre officieux, donc qui n'avaient pas de bail et qui n'avaient pas de convention. Donc la collectivité en fait a souhaité récupérer ce bien pour une installation maraîchère. Comme je vous disais par rapport au PLU, donc sur ce projet-là, ça a été un peu compliqué au départ parce que la parcelle n'était pas en zone agricole, elle était en zone à urbaniser. Donc il y a eu tout un aller-retour entre la commune et la préfecture pour essayer de créer, de développer ce projet un peu en amont de la révision du PLU. Mais bon, finalement, le PLU a été révisé et la parcelle a été reclassée en zone agricole. Et donc, la commune a eu vent du réseau Abiosol et l'équipe municipale a posté une annonce auquel, donc, du coup, Florent et Sylvie, qui étaient à l'époque accompagnés par le réseau Abiosol, donc ont répondu. Et là, je veux bien que tu prennes la suite, Florent, pour raconter un peu comment ça s'est passé pour vous. Ouais. Bah du coup, enfin, je pense que t'as dit le principal sur le foncier. Nous, en gros, on est deux et on était en recherche de foncier depuis 3 ans. On est hors cadre familial et du coup, on fait du maraîchage, plantes aromatiques et médicinales, des fruits, un petit peu de miel. Et du coup, on avait eu pas mal de pistes de terre différentes, nord région centre, sud région Île-de-France, avec des pistes, avec des privés, avec la SAFER, avec différentes options, avec le répertoire départemental à l'installation. Et à chaque fois, c'était compliqué pour des raisons de manque d'information parce que
pas dans le sérail et donc du coup pas accès à la bonne information, manque de capital pour acheter des fermes sur lesquelles il y avait déjà du bâti présent, manque de connexion pour avoir accès à certaines terres. Et là du coup, donc nous on s'est installé en 2011 et on a un bail 9 ans. Donc là on vient de passer 9 ans, donc on a 9 ans encore. Et comme c'était dit plus tôt, c'est quand même un bail qui est très sécurisant, donc nous on voit vraiment notre activité dans la durée. On est pour revenir sur ce que disait Laurine, nous on est un peu des bébés à biosol, quoi. C'est-à-dire qu'on a été formés par le réseau et les structures du réseau. Elles nous ont aidés à la commercialisation pour le montage des AMAP locales pour être sûr que ce qu'on allait produire allait être commercialisé. Et puis le foncier. Donc le foncier, il y a eu cette annonce. La commune a été aidée par Abiosol et puis par aussi Xavier Guillaumard, qui est chercheur à AgroParisTech, qui est maintenant maire de Châlons-Saint-Marc, pour formaliser les attentes de la commune sur ce territoire, sur lequel la majorité précédente avait des projets d'Intermarché ou de vente à la découpe pour Next City en pavillon. Et du coup, nous, au départ, pour être honnête aussi, dans le réseau Abiosol, il y a 10 ans, c'était un réseau naissant et quand on parlait installation avec une collectivité, il y avait beaucoup de doutes et nous on nous disait est-ce que vous êtes sûr de vraiment vouloir aller dans un processus avec une collectivité qui va devoir passer des délibérations pour chaque moindre truc, vous allez perdre un temps fou. Et en fait nous on était face à une collectivité qui avait de la volonté politique et qui a publié une annonce en avril. On a eu un rendez-vous avec eux fin du mois d'avril. Et on a dû se réunir pendant l'été au moins 5-6 fois pour lever tous les freins à l'installation, donc le foncier, le PLU, l'accès à l'eau, la possibilité d'y construire des serres et un bâtiment, l'accès à l'électricité, le montage de la MAP. Et en septembre, on passait donc en CDOA, la commission qui valide les installations. En octobre-novembre, on démontait des serres ailleurs pour les remonter ici, et on faisait les premiers semis en février et les premiers paniers en juin. Donc finalement, en moins d'1 an, on s'est rendu compte qu'une collectivité qui souhaite lever les freins à l'installation en avait vraiment la possibilité. Voilà. Du coup, nous aujourd'hui, on est bien installés. Après, les questions qui se posent, Sylvie, ma compagne, elle est élue déléguée à la transition écologique. Donc, la volonté de la commune, c'est de continuer les installations. Et donc, on est sensible à ce qui était mentionné là pour Cœur Essonne, la question de la veille foncière. On pense qu'il y a vraiment beaucoup plus à faire sur les questions de veille foncière partout sur le territoire si on souhaite développer ce type d'installation-là. On voit, nous, un nombre de porteuses et de porteurs de projets qui passent sur nos fermes qui a presque doublé depuis les 2 dernières années. Il y a un afflux massif à travers Abiosol de porteuses et de porteurs de projets, et notamment depuis le Covid, avec des tas de profils qui ont vécu un confinement compliqué et qui se lancent dans des formations. Donc il y a un besoin énorme là de libérer du foncier et en face des attentes de collectivités. Donc il faut vraiment développer ces questions-là. Donc la veille foncière, nous, dans le cas d'un petit village comme le nôtre, qui n'est pas Prif et qui n'est pas Cœur Essonne, il y a la question de trouver des solutions pour acquérir ce foncier-là, parce que pour une commune de 2000 habitants, là, elle avait le foncier en propriété, mais si par exemple elle souhaite favoriser une autre installation, faut trouver des moyens pour du coup acquérir le foncier. Donc on a été sur plusieurs pistes et notamment en dialogue avec Terre de Liens. Mais quand il y a par exemple des offres à faire, il faut réagir très rapidement. Et je pense qu'il y a une réflexion à mener sur quelle possibilité il y aurait pour favoriser l'installation en soutenant les petites communes dans leur capacité à acquérir ou à co-acquérir du foncier. Et puis une question qui se pose à nous aussi, là le projet suite à notre installation, c'est de faire une régie agricole qui serait en capacité de fournir la cantine, parce que nous on fournit des AMAP. Et il y a une volonté de développer un projet territorial autour de la restauration collective. Exemple concret il y a quelques mois, il y a 16 hectares qui se sont libérés derrière chez nous. On aurait pu partager le forage communal, on aurait pu nous former les gens sur une partie de ce foncier-là. La mairie s'est positionnée pour 5 hectares et la SAFER a décidé d'allouer les terres plutôt qu'à la commune.
à un agriculteur qui développe localement un projet de méthanisation et qui dit ouvertement qu'il va produire notamment du maïs pour nourrir les méthaniseurs. Donc là, il y a quelque chose clairement sur le mandat qui est donné à la SAFER, le code rural, les attributions foncières et comment est-ce qu'on peut aussi travailler sur ces questions-là. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, j'aurais une question. Comment ça s'est passé justement pour l'irrigation? Est-ce qu'elle était déjà là quand vous êtes arrivé ou est-ce que la commune a investi dans un forage? Alors, elle n'était pas là. Donc, avant nous, c'était de la grande culture. Et donc, du coup, nous, ça faisait partie du point qui n'était pas négociable. En fait, on pouvait arriver ici que si on avait accès à l'eau. Et donc, la commune a construit un forage sur la parcelle communale. Avec la moitié du forage qui a été financé par une réserve sénatoriale et l'autre moitié par la commune. Ça a coûté près de 30 000 euros parce qu'il y a la moitié qui a été dépensée en bureau d'études pour être sûr que tout allait bien. Donc, à peu près 15 000 pour la réserve sénatoriale et 15 000 pour la commune. Sachant que du coup, sur la partie, il y a 2 parcelles, mais sur la partie irrigable, notre loyer a été augmenté en fonction de la fourchette départementale. Il y a une fourchette maraîchage non irrigué et maraîchage irrigué. Et donc, ça fait une augmentation du loyer de, je sais plus combien, je crois trop, 400 euros. Et en gros, on a calculé que sur une durée de carrière de 30 ans, on remboursait à peu près le coût que la commune avait pour ce forage. Ce qui veut dire qu'en une installation, finalement, on remboursait à peu près le forage qui servirait sur plusieurs générations agricoles. D'accord, ouais. Parce qu'il fallait aussi être extrêmement transparent, parce qu'il y avait politiquement un enjeu sur ce terrain-là avec les majorités précédentes qui voulaient faire de la vente à la découpe. Et donc même suite à notre installation, encore 5 ans après, les élections municipales d'après, il y avait des tracts dans les boîtes aux lettres disant que la commune s'était assise sur 1,2 million de rentrée fiscale si le terrain avait été vendu à Nexity. Donc du coup, il y avait une volonté vraiment de l'équipe municipale d'être très transparent, de surtout pas de faire de cadeaux à une entreprise privée qui était nous. Donc on a vraiment voulu faire les choses extrêmement dans les règles. Ok, merci beaucoup. Il y avait une question d'Anne-Sophie, et peut-être plutôt plus générale pour Laurine, sur les surfaces moyennes recherchées par les porteurs de projets accompagnés par Abiosol. À partir de quelle surface on peut trouver un porteur de projet ou peut-être c'est l'inverse, des surfaces trop importantes ne sont pas forcément en corrélation avec les projets? Ça va vraiment dépendre du type de culture qui va être fait, donc maraîchage, grande culture, élevage, etc. Mais peut-être Sylvain aussi du champ des possibles pourrait compléter ou répondre. Mais je pense que ça dépend vraiment. Il y a des porteurs de projets qui peuvent s'installer sur des petites surfaces à partir de 1, 2 hectares, même si nous, on considère que c'est un peu petit pour un projet agricole viable, malgré les modèles maraîchage bio-intensif, etc. C'est un peu compliqué. Et après, par exemple, la dernière acquisition, donc Terre de Liens, qui a été faite à la ferme de Combreux, donc à Tournan-en-Brie. C'était un porteur de projet également à Biosol, qui était couvé, du coup, je laisserai Sylvain en parler, par le champ des possibles. Et donc là, c'est 60 hectares de grande culture, donc ça dépend en fait vraiment des projets. Sylvain, peut-être que tu peux... Oui, bonjour. Du coup, en étant très rapide, les surfaces effectivement vont dépendre des projets. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'on a une recrudescence, on en a parlé un peu tout à l'heure là dans la cartographie, d'un certain nombre de territoires qui sont des délaissés agricoles, voire pas du tout des terres agricoles. On a parlé d'une installation à Cergy sur un terrain de foot. On a un autre projet du coup en Essonne sur sur un ancien stade aussi sportif. On parle des dispositifs de reconquête de friches, ce qui quand même doit un peu à un moment nous poser question et nous alerter, c'est-à-dire que toutes les terres agricoles sont pas, enfin toutes les terres sont pas des terres favorables pour l'agriculture. Et sans présager du cas précis dont on parle, installer une personne sur un terrain de foot ou un terrain de rugby n'est pas toujours lui rendre service, même si c'est du foncier disponible pour une collectivité. Mais ça, c'est un sujet de longue date. Voilà. Ce qui serait bien, c'est que des projets agricoles puissent s'installer effectivement sur des terres agricoles, notamment dans une région où elles existent et elles sont bonnes. Voilà. Cela étant dit, sur les surfaces, on a aujourd'hui plutôt parce que c'est
la typologie de nos porteurs de projets, plutôt des personnes qui vont chercher des petites surfaces pour des installations en maraîchage, mais de plus en plus quand même des personnes qui vont chercher des surfaces un peu plus importantes pour des projets soit collectifs et pluriactifs, soit des projets à un ou à deux, mais sur des activités d'élevage ou de polyculture. Et puis on a surtout vous l'avez dit tout à l'heure dans la typologie des fermes à reprendre dans les 5 à 10 ans, des grandes fermes. La taille moyenne est 110 hectares, de ce que j'ai retenu tout à l'heure de la présentation de Thomas. Voilà. Aujourd'hui, l'enjeu pour nous tous, c'est aussi d'être en capacité de présenter et de proposer des porteurs de projets en capacité de reprendre ces fermes. Voilà. Et pour ça, tous les dispositifs de portage foncier, les dispositifs qui permettent de temporiser sont des choses qui sont les bienvenues, puisqu'on n'a pas toujours les 4 ou 5 porteurs de projets à mettre en face d'une opportunité foncière qui arrive à un temps donné et qui souvent, du coup, ne peut pas attendre plusieurs mois, voire plusieurs années que le collectif se constitue. Et dans le cas de Combreux, effectivement, qui est un cas dont on espère qu'il sera réussi jusqu'au bout, en tout cas pour l'instant, ça a l'air d'être plutôt bien parti. Sur cette ferme de 60 hectares en céréales conventionnelles qui n'avait effectivement pas vraiment d'avenir hors l'agrandissement dans le secteur conventionnel, sont installés aujourd'hui 2 maraîchers, une arboricultrice et un paysan boulanger. Voilà. Et pour ça, il a fallu effectivement mobiliser notamment différents outils de portage foncier pour pouvoir temporiser sur cette reprise. Voilà ce que je pouvais dire en n'étant pas sûr de répondre tout à fait. Est-ce que par rapport au témoignage qu'on a entendu tout à l'heure, est-ce que vous avez aussi ce sentiment d'une très forte augmentation des demandes de porteurs de projets depuis le Covid notamment? Et est-ce que c'est sérieux ou uniquement conjoncturel, quoi? Alors, moi, j'aimerais bien que tous les lundis matins, devant les portes du 47 avenue Pasteur à Montreuil, il y ait une file de 100 personnes qui attendent pour être reçues pour devenir agriculteurs et agricultrices. Malheureusement, c'est quand même pas tout à fait le cas. Et si on a ressenti les uns les autres un sursaut au moment du Covid, je crois que on n'a pas de vague de candidats à l'installation qui est en train de nous déferler dessus. Et donc cette problématique-là de quand même d'un ciseau toujours compliqué entre la disponibilité foncière et les candidats mobilisés est toujours une vraie problématique. Et en tout cas, quand on questionne les ambitions et les nécessités en termes de transmission sur les besoins en démographie agricole dans les prochaines années, on est encore, je pense, loin du compte. Voilà. Après, qu'il y ait beaucoup plus de personnes qui aient une vague envie, ça c'est possible parce que du coup les effets Covid certes, la communication aussi un peu quand même de plus en plus importante sur ces enjeux, ces métiers, etc. sont réels. Après, ce qu'on constate aussi, c'est que les durées d'installation, les projets de reconversion sont sur des durées qui en général sont de plusieurs années. Donc peut-être que l'effet Covid, on le ressentira l'année prochaine ou dans 2 ans, quoi.